Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo a pour but de présenter la régénération naturelle de haies et de résumer 3 modalités expérimentales différentes réalisées dans l'exploitation l'EARL de Préliès dans le Tarn. Vous pouvez retrouver directement les différentes expériences au timecode suivant. Bon visionnage. Nous sommes 7 étudiantes en 2e année d'école d'ingénieurs agronomes à Toulouse, l'ENSAT. Les différentes informations que vous retrouverez au sein de cette vidéo sont issues de recherches bibliographiques et aussi de différents professionnels, dont des conseillers et conseillères agricoles, ainsi que des agriculteurs et agricultrices. Ce projet a pu être réalisé grâce à un tuteur enseignant, Jean-Pierre Sartou, enseignant-chercheur à l'ENSAT, et un tuteur entreprise, conseiller agricole de la Chambre d'agriculture du Tarn, Yves Ferrier, dans le cadre du réseau Défi Ferme. L'EARL de Préliès, de la famille Etanis, fait partie du groupe Défi Ferme Agriculture de conservation Tarn. Ce groupe de 12 fermes, animé par la Chambre d'agriculture du Tarn, travaille sur 2 axes: mettre en œuvre l'agriculture de conservation et utiliser le moins possible de produits phyto. C'est dans le cadre de cet accompagnement que le groupe d'étudiants de l'ENSAT a travaillé sur le projet d'implantation de haies par régénération naturelle assistée sur les parcelles de l'EARL de Préliès. Ce projet de nouvelle haie s'inscrit parfaitement dans la démarche de l'agriculture de conservation et son indispensable pilier biodiversité. Déjà, les motivations, c'est augmenter la biodiversité sur la ferme en totalité. Donc, on a des parcelles qui font, alors les plus petites font 1 hectare, 1,5 hectare, pour les plus grandes jusqu'à 12 hectares, et c'est ces parcelles de 12 hectares qu'on voudrait repartager, alors qu'elles sont déjà plus ou moins entourées par des haies qu'on a commencé à planter dans les années 90, 95, 99, 2004, enfin voilà, on a fait 3 ou 4 plantations avec un paysage tarnais. Et là, l'idée, ça serait de repartager ces grandes parcelles en plusieurs petites parcelles. Donc, améliorer la biodiversité de ces grandes parcelles pour faciliter l'interaction de tout ce qui peut se passer dans les haies entre une haie et une autre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de faire des intervalles de 100 mètres pour avoir grosso modo entre 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares entourés par des haies. Bon, déjà pour des questions économiques, parce que malgré tout, même avec des aides, ça revient quand même à, on va dire, à un peu plus d'1 euro le mètre de planter. Donc voilà, et puis aussi par curiosité, on a eu quand même une bonne expérience avec ce qui pousse naturellement en bordure, donc c'est ce qui nous a incité à essayer d'aller par ça. Après, ça ne veut pas dire on va faire les deux, on va essayer plusieurs choses, mais ouais, au départ c'est pour des raisons économiques, de voir ce que ça donne. Et puis malgré tout, même si ça ne pousse pas tout de suite, je pense que le fait d'avoir des bandes de 3 mètres dans les parcelles, ça peut qu'améliorer. Il va y avoir quand même de l'activité biologique sous-sol, et puis ça va attirer de la biodiversité. Je pense, oui, on va laisser pousser et puis on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, c'est surtout pour cette raison. L'exploitation compte une centaine d'hectares en grande culture et 6 hectares de vignes, et produit notamment de la bière artisanale depuis 2 ans. L'ensemble est conduit en agriculture biologique depuis 2012. De ce fait, les exploitants travaillent le sol des parcelles et posent des couverts en hiver alors qu'ils limitaient ce travail avant la conversion. L'exploitation est soumise au climat du bassin du Sud-Ouest. Ce climat est caractérisé par une température moyenne élevée et des précipitations relativement faibles associées à un déficit lors de la période estivale. L'EARL est située dans un couloir d'orage, donc soumise au vent d'OTAN, un vent du sud-est. Les sols majoritaires sur l'exploitation sont les calcosols et les calcisols.
La parcelle sur laquelle nous allons travailler est une prairie de luzerne depuis 3-4 ans et qui est déjà bien protégée du vent par la végétation environnante. Le développement de la haie suit le principe de la succession végétale. La succession végétale est le processus de changement de communauté écologique au fil du temps dans un lieu donné. Au tout début de la colonisation d'un milieu, par exemple sur un sol nu dépourvu de végétation, ce sont les organismes pionniers qui s'implantent tout d'abord, comme le lichen, une association algues-champignons, et les mousses. On peut voir ici la strate buissonnante. C'est la strate la plus dense et la plus basse, vu que les végétaux qui la constituent, comme la ronce ici par exemple, ne dépassent pas les 3 mètres. C'est un habitat privilégié pour la faune sauvage locale. À noter que les ronces ont un rôle important dans le développement d'auxiliaires des cultures. Les ronces possèdent divers avantages. Elles produisent de nombreuses fleurs qui permettent de nourrir les insectes, comme les abeilles ou encore les cirfes. Elles produisent des fruits, utiles pour attirer les oiseaux comme les moineaux et autres passereaux. Les tiges couvertes de pics permettent de faire des ronces un lieu de nidification pour les oiseaux. Elles jouent également un rôle de nurserie à pucerons qui sont spécifiques aux ronces, donc aucun risque pour les cultures à proximité. D'où l'intérêt de laisser se développer les ronces le long des parcelles. Nous verrons plus loin comment gérer ces ronces qui sont envahissantes si leur entretien n'est pas bien réalisé. On peut voir ici la strate arbustive. On y retrouve notamment des végétaux comme des cornouillers sanguins ou des aubépines, qui sont donc des végétaux qui mesurent entre 3 et 8 mètres. Enfin, on peut voir ici la strate arborée. C'est la strate la plus haute de la haie avec donc des arbres de auger qui mesurent donc plus de 8 mètres de haut et dont le stade final ici est le chêne pubescent. Ces arbres peuvent être intéressants notamment en zone venteuse car ils ont un effet brise-vent. Cette strate évolue en même temps que la strate arbustive et se compose d'arbres pionniers héliophiles qui poussent rapidement comme des bouleaux. Après le développement d'arbres pionniers, il y a le développement d'arbres à croissance lente, comme les chênes, et ensuite le développement d'arbres sciaphiles à croissance lente, comme le hêtre. Au sein d'une haie à maturité, comme sur l'exploitation de M. Tanis, il n'y a pas que du hêtre, car cela dépend du climat, de l'environnement et du sol présent au pied de la haie. Comme présent sur les images, nous avons vu des endroits avec des ronces, des arbres de auger. Toutes les strates se mélangent pour former une haie vivante et accueillante pour la biodiversité présente autour de la parcelle. Après avoir vu l'évolution de la haie, on peut se demander quel est l'intérêt de la régénération naturelle par rapport à une haie plantée. D'après Nicolas Aymar d'Arbres et Paysages Tarnais, cela fait seulement une dizaine d'années que l'on a commencé à parler de régénération naturelle. À ce jour, très peu d'expériences ont été réalisées et il y a encore très peu de témoignages sur le sujet. Dans tous les cas, la régénération possède de nombreux avantages. En fait, ils sont multiples. C'est vrai que le long des haies, une flore autochtone se développe. On retrouve très rapidement des essences, notamment dans notre département, mais le prunelier, l'aubépine, le cornouiller ou même par exemple des chênes, des chênes, pardon. Et on se rend compte que la simple présence d'un arbre ou d'un arbuste, la diversité des situations physiques qu'il offre, sont autant d'opportunités pour accueillir, nourrir, héberger et permettre la reproduction et le déplacement de toute une faune associée. En termes de rusticité et d'authenticité, on ne peut pas mieux faire que la régénération naturelle. La régénération naturelle permet une diversité intraspécifique, car un arbre égale une graine, alors que les haies plantées peuvent faire intervenir des cultivars dont les patrimoines génétiques sont identiques. En revanche, en régénération naturelle, certaines espèces compétitives, comme le chêne, peuvent coloniser l'espace au détriment d'autres espèces, ce qui peut engendrer une haie peu diversifiée. Enfin, il faut garder à l'esprit que le résultat final de la haie ne correspond pas forcément à l'idée initiale que l'on s'en faisait. De plus, l'avantage de la régénération naturelle est que la graine s'installe directement dans le sol, ce qui permet une implantation racinaire plus développée et résistante que les arbres transplantés. Lors de la transplantation d'arbres, il est possible que la racine pivot soit coupée. Or, c'est cette dernière qui prospecte le sol en profondeur, permettant ainsi d'aller chercher les nutriments et de l'eau. De plus, la racine pivot permet de créer en profondeur une structure 3D, permettant un bon ancrage de l'arbre et par conséquent, plus de résistance au vent. Pour aller plus loin, la régé, c'est intéressant par rapport à la biodiversité, mais il ne faut surtout pas oublier aussi en termes d'aménagement la présence d'une bande herbeuse au pied de cette future haie, parce que
Cette bande herbeuse, elle est le siège de nidification de nombreuses espèces et elle protège les insectes par rapport à ce corridor qui lui permet de déplacer dans ce corridor écologique. Donc là, la régée, c'est bien, mais elle peut être aussi accompagnée d'une bande herbeuse sur du moyen long terme qui finalise finalement l'aménagement. La régénération naturelle, c'est quelque chose de gratuit. Parce que le volet économique, on n'en a pas trop parlé, mais la régénération naturelle, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de local, d'endémique, qui arrive tout seul, qui ne coûte rien, et on ne fait rien finalement pour l'avoir. Donc ça, sur le volet économique, c'est important d'insister, parce que dans la plantation artificielle, nous, chaque année, on mène des campagnes de plantation, et ça a un coût, c'est un coût financier sur l'achat des fournitures, c'est un coût en temps passé pour la réalisation des travaux, alors que la régénération naturelle, il n'y a rien à faire. On arrête d'entretenir, on dédie un espace où finalement on attend que la régénération naturelle s'installe. À titre de comparaison, la plantation de nouvelles haies représente un investissement important. Le coût au mètre linéaire se situe entre 16 et 30 € hors taxe, ce qui comprend la fourniture des plants, du paillage, des protections contre le gibier, la main-d'œuvre pour la préparation du sol et la plantation. En revanche, ces coûts n'incluent pas les dépenses des premières années, à savoir les dépenses en irrigation et en coûts d'entretien. Elles ont un intérêt pour l'érosion, pour limiter l'érosion des sols, accompagner les auxiliaires aux cultures. On parlait des insectes, donc automatiquement des auxiliaires. Un gain de production pour limiter le vent dominant. Dans nos régions, on a affaire à ce fameux vent d'automne qui souvent limite la production céréalière. Et une haie bien positionnée face au vent dominant, elle a automatiquement un impact positif sur la production. Un apport de matière organique. On sait qu'aujourd'hui, il y a une crise au niveau de la fertilité des sols, au niveau de la France, mais aussi à l'échelle européenne, une érosion de nos sols. Et le fait d'avoir des trames vertes type haies champêtres permet de restructurer finalement nos sols avec l'apport de cette matière organique. Et également le stockage de carbone. C'est vrai qu'on a ces enjeux de réchauffement climatique et le fait de laisser spontanément se développer une régénération naturelle, c'est automatiquement du carbone qui est stocké. L'orientation de haies doit valider les points suivants. Elle ne doit pas entraver le fonctionnement des machines agricoles. Elle doit idéalement se positionner perpendiculairement à la direction des vents dominants, ainsi qu'à la ponte. Une position nord-sud permet de limiter l'ombre portée sur les cultures, mais si l'orientation de la haie est différente, il est possible de limiter la hauteur des arbres. Marc Tanis souhaite diviser une parcelle de 10 hectares en 4 en laissant pousser 3 linéaires. Son objectif dans 15 ans est d'obtenir une haie de 3-4 mètres de hauteur en ne gardant que les arbustes moyens et en coupant les arbres de haut jet, afin de limiter les ombres portées. Sur cette parcelle, l'orientation de la pente est sud-ouest-est et le vent de temps est un vent du sud-est. Pour appliquer les conseils précédents, les haies sont positionnées de sorte à ce que les parcelles soient protégées du vent. Nous sommes ici à l'EARL de Préliès, plus précisément sur la parcelle où M. Tanis, l'un des dirigeants de l'EARL, souhaite implanter des haies. Les essences qui composent la future haie sont typiques de la région. Ce choix permet d'assurer le développement des végétaux qui sont naturellement adaptés aux conditions pédoclimatiques de la zone. L'importation d'espèces extérieures peut, d'une part, ne pas être adaptée à ces conditions, mais surtout amener des maladies et parasites qui endommageraient la flore naturelle. Dans le protocole 1, on s'intéresse à la régénération naturelle sans intervention humaine. Voici une interview réalisée par Pauline de Michel Corze, un agriculteur qui a déjà fait l'expérience. D'où vous est venue l'idée en fait de laisser pousser une haie sur le bord de la route? Au départ, c'est parce que j'avais un ruisseau qui était un contrebas qui se bouchait souvent après les pluies, parce que je travaillais le sol. Donc, un des moyens d'arrêter ça, c'est de planter une haie, voilà. Donc j'ai laissé pousser. Et alors, est-ce que vous avez été surpris des plantes ou des arbres qui ont poussé dans cette haie ou vous attendiez à ce genre de végétation? Non, j'ai pas été surpris parce que c'est les essences qui poussaient autour de chez moi, donc j'ai trouvé ça normal. Et pour finir, comment entretenez-vous votre haie? L'entretien, moi je faisais ça avec une épareuse. Oui. Une épareuse, je sais pas, tous les 2-3 ans, je mettais un coup, parce que sinon ça s'étale forcément, oui.
Comme l'a expliqué l'agriculteur, ce protocole est avantageux car il nécessite très peu de moyens. En effet, dans un premier temps, il faut définir l'emplacement de la future haie. Elle peut être définie lors de la récolte de la culture ou de la fauche d'une prairie. On marque l'emplacement de la bande avec une fauche plus haute que celle du reste de la parcelle. Par la suite, cette bande subira plus d'intervention humaine. Au tout début, une fauche haute de la bande enherbée située de part et d'autre de la future haie peut être réalisée une fois par an au maximum. Cela évite le développement d'arbrisseaux au bord de la culture. Par la suite, une fois la haie bien développée, elle requiert peu d'entretien, mis à part une coupe tous les 2 à 3 ans. Il est possible de couper les jeunes arbres de haut jet s'ils gênent la culture. Pour la deuxième modalité, nous allons parler de la technique de bench, mais nous appliquerons une autre méthode moins exigeante dans le même contexte. La technique de bench, aussi connue par haie sèche, a été développée par un agronome allemand. Cette technique se base sur la disposition de branches mortes et de branches fruitières comme les noisetiers, les aubépines et autres, superposées les unes au-dessus des autres au sol encadré par des piquets. Ensuite, les fruits tombent naturellement et germent après, créant des haies naturelles. Cette technique permet l'augmentation de la biodiversité à l'aide des fruits et des animaux qui s'installent. De plus, les branches seront plus tard des paillis pour le sol, favorisant sa structure. C'est une technique facile à installer une fois les branches ont été récupérées, mais ça demande des heures de travail, un grand volume de branches et peut être coûteuse. L'expérience alternative que nous vous proposons est une technique de semis direct, c'est-à-dire sans travail ni préparation préalable du sol. Bien entendu, plus le sol est fertile et se rapproche d'un type de sol forestier, plus ça sera un environnement propice au développement des végétaux. Si la qualité du sol ne permet pas de semer directement, il est possible d'apporter préalablement un mulch puis laisser le sol au repos avant de semer. Le mulch permet de ralentir l'évaporation de l'eau et de maintenir l'humidité du sol tout en favorisant la présence d'une microfaune, contrôler les mauvaises herbes, mais également d'améliorer la structure pédologique. Par conséquent, le mulch permet d'améliorer le sol au niveau de ses propriétés chimiques, physiques et biologiques. La technique de semis nécessite une banque de graines d'origine locale. Il peut s'agir de graines ou de rameaux fructifères. Le mieux est de récupérer les essences dans un rayon proche de l'exploitation pour diminuer le temps de trajet, les coûts et l'impact environnemental. Ensuite, ces graines sont semées au cours de l'automne en fonction de la période de germination, puis on laisse la haie se développer. Pour finir, la dernière modalité permet de favoriser la présence d'oiseaux sur l'emplacement désiré de la haie en installant une clôture sur laquelle ces derniers peuvent se poser. En effet, les oiseaux sèment des graines par le biais de leurs fientes. L'installation de piquets seule n'est pas optimale car elle ne permet pas une dispersion linéaire des graines, mais seulement ponctuelle. De plus, il a été observé qu'une haie peut s'implanter spontanément sur une simple clôture barbelée. On propose également l'installation d'une clôture en matériaux naturels et qui ne demande pas trop de temps à mettre en place. Elle sera composée de piquets en bois et de cordes en chanvre. Comme pour la première expérience, on marque l'emplacement de la future haie avec une bande enherbée de 2 mètres de large. Les piquets doivent être plantés au milieu de la bande, minimum à 5 cm des bordures de la bande pour éviter que les graines soient semées sur la parcelle. On peut compter 10 à 20 mètres entre chaque piquet. On tend ensuite la corde sur tout le linéaire en la nouant sur chaque piquet. L'avantage de l'utilisation du chanvre est qu'il produit une fibre résistante, biodégradable et abordable financièrement, qui ne polluera donc pas l'environnement et ne sera pas une entrave à l'entretien de la haie comme pourrait l'être un barbelé ou un fil recuit par exemple. L'inconvénient du chanvre est que, en fonction du climat et des variations météorologiques, il peut se dégrader plus ou moins rapidement, mais devrait tenir au moins quelques années, ce qui permettrait déjà une bonne implantation de la haie.
Cette technique peut s'accompagner d'un apport préalable de mulch et de déchets végétaux pour favoriser une composition et une texture de sol propices au développement des végétaux. De même, il est possible de la combiner avec la méthode de semis direct. En effet, ajouter des perchoirs à la méthode de semis direct ne demande pas beaucoup de travail supplémentaire, mais peut être plus efficace. Pour chacun de ces protocoles, les haies ne pourront exercer pleinement leur fonction qu'au bout de 15-20 ans. Toutefois, un entretien adéquat est nécessaire pour un bon développement de ces haies, en commençant avec celui des bandes enherbées. Concernant la période d'entretien des bandes enherbées, il est important de ne pas broyer ou faucher au mois d'août, car on élimine plein d'espèces qui nourrissent les papillons et les auxiliaires de culture. On peut alors réaliser l'entretien des haies en automne-hiver et après récolte, pour éviter d'écraser la culture qui était en place à côté de la bande enherbée. Les bandes enherbées doivent être entretenues une fois par an, mais selon Jean-Pierre Sartou, notre enseignant tuteur ENSAT et chercheur à INRAE, le broyage peut se faire tous les 2 ans. Le problème d'un broyage tous les 2 ans est que les ronces poussent beaucoup trop vite. En effet, les ronces se reproduisent de manière végétative, elles ont des racines traçantes qui, à la fin du mois d'août-septembre, se ramifient, et ensuite de petites racines apparaissent et s'enfoncent dans le sol, selon le principe du marcottage. Vous avez alors 1 mois pour arracher les ronces et non pas les couper parce que sinon elles repartent. Dans tous les cas, tant que la ronce ne déborde pas sur la parcelle, elle reste une super plante auxiliaire comme nous l'avons vu précédemment, et c'est donc à chaque agriculteur de voir s'il peut se permettre de broyer ou faucher tous les 2 ans. Monsieur Sartou nous a proposé une solution pour pouvoir broyer tous les 2 ans et limiter au plus la repousse des ronces. Il propose de passer la herse plate à la fin août début septembre pour que les ronces soient arrachées et rabattues contre l'ail sur 1 mètre de large. Ensuite, il faut les broyer entre la mi-décembre et la mi-février de l'année suivante. Et ensuite, repasser avec la herse plate fin août, début septembre. Puis faucher toute la bande entre la mi-décembre et la mi-février de l'année d'après. Lors de l'entretien ou de la fauche, il est préférable de ne pas faire de coupe rase et de maintenir la végétation à une hauteur de 10 à 15 cm minimum. En effet, grâce à une coupe haute, la faune est moins impactée et le matériel de coupe est préservé d'éventuels chocs avec certains obstacles. Nous venons de vous présenter l'entretien des bandes enherbées, mais il vient en complément de l'entretien des haies. Dans le cadre de la régénération naturelle, il est préférable de ne pas tailler la haie avant qu'elle ne soit mature, c'est-à-dire au bout de 15 ans environ. Néanmoins, il est possible de la tailler latéralement dès qu'elle a atteint la largeur souhaitée. Une fois que la haie est arrivée à maturité, il est essentiel de tailler au fur et à mesure pour que les plantes puissent cicatriser. Cela rend également l'entretien moins pénible. Il est préférable de tailler des branches qui ont un diamètre inférieur à 5 cm car la cicatrisation y est bien meilleure et bien plus rapide. En général, il est conseillé de ne pas trop intervenir sur les ronces, car plus elles sont coupées, plus elles repoussent. L'idéal est de couper tous les 3 à 4 ans sur la période estivale, c'est-à-dire lorsque la ronce est presque à fruit. L'entretien des ronces demande de tenir compte des périodes de nidification pour ne pas y porter atteinte. Élaguer les branches basses tous les 15 à 20 ans permet de ne pas laisser l'arbre trop se développer. Par exemple, en cas de vent, les racines des aubépines ne retiennent pas l'arbre s'il est trop volumineux. Élaguer permet ainsi un meilleur maintien des arbres. Plutôt que de déchiqueter les branches avec une faucheuse, il peut être intéressant d'utiliser un lamier qui coupe et permet une meilleure cicatrisation de ces dernières. Une coupe ou une fauche tous les ans ou tous les 2 ans permet de maximiser l'accès à la lumière pour les cultures. Mais une coupe tous les 2 ans, voire plus, peut être suffisante en parcelle herbagère. Il est préférable de tailler uniquement les côtés de la haie. En ce qui concerne la taille en hauteur, elle doit se faire uniquement s'il y a une ligne téléphonique ou électrique qui passe au-dessus. En ce qui concerne la largeur de la haie, l'idéal est qu'elle fasse 5 à 8 mètres de large pour qu'elle puisse s'exprimer pleinement. Au minimum, la haie doit faire 2 à 3 mètres de large. Les haies peuvent être valorisées en les broyant pour en faire des copeaux. Il faut savoir que même les grosses branches, jusqu'à 60 cm de diamètre, passent dans le découpeur. Ensuite, vous pouvez soit vendre les copeaux à des collectivités, soit par exemple en élevage, les utiliser en substitution de la paille pour les paillots. Les haies doivent être entretenues de manière à ne pas nuire au développement de la biodiversité. Il faut notamment éviter les périodes de nidification ou de floraison pour tailler une haie. Idéalement, l'entretien est réalisé entre novembre et janvier. À noter que la PAC interdit la taille des haies entre le 1er avril et le 31 juillet,
et ce depuis 2015.